Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. La moralisation de la vie politique en marche. Le projet de loi a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Un texte qui doit mettre fin aux pratiques d'un autre âge. Analyse et décryptage dans un instant. Et c'est à François Bayrou que revient la lourde tâche de porter cette première loi du quinquennat. Le garde des Sceaux fragilisé par les affaires de financement du MoDem et un premier couac gouvernemental. Le débat est à suivre. Et dans ce contexte, le pneumologue Michel Aubier comparé devant le tribunal correctionnel de Paris pour parjure devant le Sénat. La Haute Assemblée qui s'est portée partie civile, une première, l'occasion de revenir sur la prévention des conflits d'intérêts et le poids des lobbies au Parlement avec mes invités. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag politique 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du tribunal correctionnel de Paris. Le multiplex, c'est tout de suite. Officiellement, tout va bien entre Édouard Philippe et François Bayrou. Les deux hommes ont affiché leur unité à la sortie du Conseil des ministres aujourd'hui. Mais l'allié centriste d'Emmanuel Macron, visé par les affaires, se retrouve fragilisé alors qu'il doit porter la première grande loi du quinquennat sur la moralisation. Jérôme Rabier. Les témoignages commencent à s'accumuler dans l'affaire des assistants parlementaires des eurodéputés MoDem, travaillant en fait pour le parti. Le Canard enchaîné évoque dans son édition du jour les premiers aveux de certains d'entre eux. Mathieu Lamarre notamment, ancien responsable de la campagne internet du MoDem en 2012, qui a pris contact avec la justice pour témoigner. Autre témoin, Kitry de Villepin, ancienne salariée du MoDem et d'un eurodéputé, a publié un texte sur Mediapart affirmant que oui, des assistantes parlementaires payées par le Parlement européen travaillaient pour le parti de l'UDF. Je le sais car j'ai été l'une d'entre elles, écrit-elle. Mais François Bayrou se défend de procédés illégaux, évoquant des salariés qui effectuaient du temps partiel pour le parti. Ça n'a jamais existé. Ça ne sera pas prouvé. Il y a eu des mi-temps, des collaborateurs qui étaient à mi-temps ou à tiers de temps ou à 60% de leur temps, à temps partiel, travaillant, assistant avec des parlementaires européens et qui, pour l'autre mi-temps, avaient des responsabilités à l'intérieur de notre organisation. Étant ministre de la Justice et devant défendre le texte sur la moralisation de la vie publique, son cas pose problème, même s'il précise avoir expressément demandé de n'avoir aucune remontée d'informations sur l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris, dont il est de facto le supérieur hiérarchique. Le garde des Sceaux est en tout cas soutenu par ses collègues du gouvernement dans cette affaire. Il y aurait conflit d'intérêts si François Bayrou donnait des instructions liées à la situation qui le concerne. Nous sommes tous intimement convaincus que ça n'est pas le cas. Et donc pour moi, il n'y a aucun conflit d'intérêts. Histoire de bien montrer sa solidarité, c'est le chef du gouvernement en personne, Édouard Philippe, qui a pris soin de repartir devant les caméras aux côtés du ministre de la Justice à l'issue du Conseil des ministres. Une sortie évidemment soigneusement préparée pour tenter d'éteindre toute rumeur de division gouvernementale. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël, chroniqueur politique pour Public Sénat. Est-ce que la présence de François Bayrou est devenue trop embarrassante pour le gouvernement ? En tout cas, ça devient une affaire. Ça, c'est sûr, ça n'en pas douter. Une provocation, certainement un contre-feu allumé par François Bayrou. On peut quand même se poser la question. Alors je vais m'expliquer. Une affaire, oui, c'est devenu une affaire. Il est le patron de la chancellerie, il est le ministre d'État. À ce titre, il doit l'incarner. Dans ces cas-là, vous savez que le ministre prend le pas, et bien évidemment, sur le citoyen François Bayrou. Le ministre normal, ça n'existe plus, finalement. Une affaire, oui, à partir du moment où il met dans l'embarras le chef du gouvernement, ça devient, plus qu'un couac, ça devient donc une affaire. C'est quand même étrange de la part de François Bayrou, qui aujourd'hui porte une loi importante pour le renouvellement de la démocratie, de faire de la politique à l'ancienne, voire de la très vieille politique. Rappelez-vous, peut-être c'est pas très loin, rappelez-vous des dernières semaines, le coup de colère au moment des investitures pour le MoDem qui n'était pas très bien servi au moment des législatives. Eh bien, le voilà maintenant qui tient tête au Premier ministre. Bref, François Bayrou, il est devenu ingérable pour le gouvernement, ça c'est évident. À l'Élysée d'ailleurs, on suit l'affaire de très très près. Certains évoquent déjà peut-être un plan B, on n'en est pas encore là, mais peut-être. Donc ça veut dire se séparer de François Bayrou, pourquoi pas. Alors évidemment, s'il devait être mis en examen dans l'affaire qui concerne aujourd'hui le MoDem, on ne parlerait même plus d'une hypothétique plan B, parce qu'il y aurait forcément un départ de François Bayrou, et puis ça arrangerait certainement quelque part les affaires d'Emmanuel Macron, pour qui ça devient très dérangeant. De plus, à quoi servirait le MoDem aujourd'hui dans l'avenir de la République en marche? S'ils obtiennent la majorité absolue à l'Assemblée nationale telle que ça semble se dessiner,
Le MoDem, aujourd'hui, perd son poids et François Bayrou, lui, perd totalement de sa cote politique. Donc, je résume, une affaire, une de plus peut-être pour le gouvernement, des provocations, une affaire dans l'affaire, pour tuer l'affaire, vous connaissez la formule, cela devient donc peut-être une dernière mise en garde pour François Bayrou. La question à présent n'est plus de savoir pour combien de temps Emmanuel Macron, jusqu'à quand va-t-il tenir et acceptera-t-il cette situation, mais sera-t-il capable de couper la tête? Et là, ça deviendra extrêmement symbolique pour le président qui se dit jupitérien. Il deviendra peut-être président César, vous connaissez le geste? Comme ça, fin de partie. Oui. Merci beaucoup, Mickaël. C'est donc ce matin que le projet de loi pour redonner confiance dans la démocratie a été présenté en Conseil des ministres. Dans un contexte, on vient d'en parler, miné par les affaires, mais aussi par les critiques du Conseil d'État sur la banque de la démocratie proposée par le garde des Sceaux pour assurer le financement des partis. Audrey Vuettez. Après plusieurs heures de Conseil des ministres, la copie de François Bayrou est corrigée, annotée, avec un ajout de taille de la part du président en personne. Le projet de François Bayrou interdit aux parlementaires d'employer les membres de leur famille. Emmanuel Macron va plus loin et propose un décret pour que cette interdiction s'applique aussi au président et à ses ministres. Sous les mêmes exigences, sous les mêmes conditions, avec le spectre large qui est retenu dans le texte sur les emplois familiaux. Et comme cela ne peut pas relever de la loi, un décret du président de la République sera pris pour l'imposer à tous. L'exécutif le sait, la moralisation de la vie publique est un sujet actuellement primordial pour les Français. Ce matin, il a donc été décidé de les faire participer aux futurs travaux parlementaires. Va être mise en place une consultation publique en même temps que la procédure d'enregistrement du texte, pour entendre les remarques des Français, pour que les débats parlementaires puissent être aussi éclairés sur ce sujet-là, avec la volonté qu'on puisse avoir des contributions qui remontent de nos concitoyens sur ce sujet-là. Autre point de correction, le projet de banque de la démocratie est repoussé. Cette banque doit permettre aux partis de financer leur campagne électorale sans passer par des établissements privés. Mais la mesure n'est pas encore chiffrée, ce que critique sévèrement le Conseil d'État. Des critiques entendues par le gouvernement qui temporise. Cette mesure, chère à François Bayrou, sera donc appliquée par ordonnance à une date ultérieure. Et première réaction dans Politique 360, celle du sénateur Hervé Maurey. Il est au micro de Saveria Rogeck. Bonjour Hervé Maurey. Bonjour. Georges Fenech estime que la position, que le maintien de François Bayrou au gouvernement est désormais intenable. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je n'irai pas jusqu'à dire que la position de François Bayrou est intenable, mais elle est effectivement compliquée. Il y a déjà un effet cacophonie qui est indiscutable quand le Premier ministre est obligé de recadrer l'un de ses ministres d'État quelques semaines seulement après la composition du gouvernement. Et puis c'est vrai que dès lors qu'il y a sur le parti de François Bayrou des enquêtes en cours et qu'il est lui-même ministre de la Justice, il arrive un moment où ça peut être compliqué que les choses restent en l'état. La justice ne peut plus enquêter en toute indépendance, c'est ce que vous nous dites ? Non, je ne dis pas ça. Je veux croire à l'indépendance de la justice et je veux croire aussi au fait que le garde des Sceaux n'a pas pour intention d'entraver l'action de la justice. Mais il y a un climat un petit peu d'interrogation et de confusion sur le sujet. Alors ce matin, François Bayrou a présenté en Conseil des ministres le projet de loi de moralisation de la vie publique. Est-ce qu'il est toujours justement la personne adéquate pour défendre ce texte? Est-ce qu'il ne représente pas justement un passé qui est aujourd'hui incompatible avec cette promesse d'une nouvelle façon de faire de la vie politique, de faire de la politique? Écoutez, j'observe que ça a été un thème fort de la campagne d'Emmanuel Macron, la probité, la République irréprochable, la moralisation de la vie politique, et qu'il y a aujourd'hui deux ministres, puisqu'il n'y a pas que François Bayrou qui est concerné, qui sont déjà dans la tourmente judiciaire. Il y a même trois ministres aujourd'hui sur lesquels aujourd'hui il y a des soupçons par rapport à des affaires qui poseraient des problèmes d'un point de vue judiciaire. C'est un constat. Maintenant, c'est au président de la République et au Premier ministre d'en tirer toutes les conséquences. Alors un mot sur les législatives et d'ailleurs aussi également les sénatoriales. En Marche aura visiblement dimanche soir les pleins pouvoirs, une majorité absolue très large. Il n'aura donc pas besoin du MoDem et des centristes pour gouverner. Est-ce que ça vous inquiète ? Écoutez, je regardais il y a quelques instants avant de vous rejoindre sur les réseaux sociaux, on diffuse un extrait d'un discours d'Emmanuel Macron qui, pendant la campagne présidentielle, disait que ça n'était pas souhaitable qu'un parti politique ait à lui seul la majorité, et il disait même que ce serait un hold-up.
Et c'est vrai que là, on est dans une situation qui est assez forte, c'est une vague sans doute sans précédent sous la Ve République. Et ce qui est fascinant, pour avoir été beaucoup sur le terrain dans cette période, c'est de voir que les gens votent pour Emmanuel Macron sans savoir qui est le candidat, sans même parfois savoir son nom, sans s'intéresser à la qualité du candidat et sans s'intéresser non plus à la qualité des candidats opposés au candidat qu'il soutient. Donc on a vraiment un phénomène de raz-de-marée uniquement sur le nom d'Emmanuel Macron qui est très très stupéfiant et qui est même assez inquiétant parce qu'on sait très bien qu'on aura une assemblée très inexpérimentée. Alors justement, dernière question à Hervé Maurey, est-ce que l'UDI, est-ce que l'Union centriste soutiendra la majorité présidentielle au Parlement ? Écoutez, je ne suis pas habilité à parler au nom de mon groupe dans sa totalité. Ce qui est vrai en ce qui me concerne, c'est que je suis dans une approche constructive, mais que j'attends de voir. Je ne suis ni à me positionner de manière systématiquement dans l'opposition, ce n'est pas dans mon état d'esprit, ce n'est pas dans l'état d'esprit d'une manière générale des centristes, ni dans une position où, par principe, je pense que tout ce qui va nous être proposé est bien. Donc on va voir texte par texte, avec en premier lieu le texte sur la moralisation de la vie politique, que l'on sera certainement amené à modifier, à améliorer, bien sûr. Et puis après, texte par texte, on se prononcera. Quels amendements écoutez, par exemple, je suis étonné qu'on ne parle plus de la réduction du nombre de parlementaires qui était voulu par Emmanuel Macron. Je suis étonné qu'on ne propose pas, par exemple, comme j'ai pu le faire par le passé, que l'on démissionne de la fonction publique quand on est parlementaire. Il y a comme ça un certain nombre de dispositions sur lesquelles on peut aller plus loin. Très bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup, Saveria. On en vient à présent à cette campagne d'entre-deux tours des législatives. À Paris, le duel Myriam El Khomri, Pierre-Yves Bournazel fait rage. Tous deux se disent en effet officiellement soutenus par Emmanuel Macron. Alors qu'à Lyon, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, en difficulté, vous allez le voir, a reçu des soutiens de poids. Héloïse Grégoire. La victoire est loin d'être acquise pour ces deux anciennes ministres emblématiques du gouvernement Hollande. Des ténors du Parti socialiste sont venus aujourd'hui les soutenir. À Lyon, dans la 6e circonscription du Rhône, Anne Hidalgo et Christiane Taubira au secours de Najat Vallaud-Belkacem en situation de ballottage défavorable. Face à elle, le candidat d'En Marche, Bruno Bonnell, a remporté 36% des voix au premier tour. Mais l'ex-ministre reste optimiste et lance un appel aux électeurs de gauche. À Villeurbanne, la gauche reste forte. Et donc aujourd'hui, pour ce second tour des législatives, je suis l'unique représentante de la gauche. Et la présence de Anne et de Christiane, c'est un appel aux abstentionnistes en particulier. Autre soutien de poids, Bernard Cazeneuve est venu à la rencontre de Myriam El Khomri. Pour l'ancienne ministre du Travail, la victoire de la 18e circonscription de Paris s'annonce aussi bien compliquée. Au premier tour, elle se trouve distancée par son opposant des Républicains, Pierre-Yves Bournazel. Myriam El Khomri, investie par le Parti socialiste, déclare être soutenue par le président de la République. Mais ce soutien est également revendiqué par son opposant. Dans ce bar du 18e arrondissement, Bernard Cazeneuve rappelle l'importance d'un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Nous avons besoin, dans le contexte où nous nous trouvons, de parlementaires de gauche, de la gauche de gouvernement à l'Assemblée nationale, pour que ce à quoi nous tenons, et nous avons évoqué ces sujets ici à l'instant, les services publics, la police, l'éducation nationale, avec le dispositif plus de maîtres que de classes instauré par Najat Vallaud-Belkacem, puissent être défendus dans un contexte où, vous l'avez bien compris, y compris dans cet arrondissement, la droite cherche par tous les moyens à imposer au président de la République un tête-à-tête avec elle. Le rassemblement comme dernier espoir, quand seulement 15 à 40 députés PS pourraient être élus dimanche prochain. C'est tout. Et alors que les appétits commencent à s'aiguiser pour les postes clés à l'Assemblée nationale et que le nom de François de Rugy est évoqué pour présider le Palais Bourbon, ces déclarations pourraient donner le ton des relations à venir avec le Sénat. Le député était l'invité de l'émission Question d'info chez nos confrères de LCP. On l'écoute. Je n'ai pas beaucoup d'illusions sur le fait que le Sénat coopère. Et la majorité de droite assez sectaire incarnée par M. Retailleau au Sénat, qui était le premier soutien de M. Fillon, va sans doute faire de l'obstruction et du blocage. Vous voyez bien que la réduction du nombre de parlementaires, le non-cumul sur un certain nombre de sujets, sur les ministres, etc., le fait que la réforme peut-être de la procédure parlementaire, à ce moment-là, référendum d'ici la fin de l'année, passer par un référendum s'il le faut. Emmanuel Macron l'avait dit d'ailleurs. Et on continue le tour d'horizon des réactions politiques au Sénat avec vous, Saveria Rojek, à vos côtés, le sénateur LR François Grosdidier.
Bonjour François Grosdidier. Alors on vient d'entendre François de Rugy qualifier la majorité de droite du Sénat de sectaire. Elle va sans doute faire de l'obstruction et du blocage, dit-il. Vous lui répondez quoi, vous qui justement faites partie de cette majorité de droite? Je suis surpris de cette déclaration de Rugy. Il ne connaît pas le Sénat. Au Sénat, on n'a jamais fait d'obstruction, pas même contre François Hollande. On ne va pas en faire avec le président Macron, alors qu'on a plus de sujets d'accord avec Macron qu'on en avait avec Hollande. Et même sur les sujets sur lesquels on est en opposition radicale. On prend la loi NOTRe. On n'a pas voté contre, on l'a amendé pour préserver l'institution communale. C'était pas d'obstruction. Toutes les lois sur la sécurité de ces dernières années, on les a améliorées et on a voté pour. Donc on est tout le contraire d'une force d'obstruction, une force de participation. Au contraire, si on veut refonder la démocratie, il faudrait que ce soit l'Assemblée nationale qui travaille comme le Sénat, que ce soit l'Assemblée nationale qui soit capable. Mais nous, on est capable de s'écouter, de se parler, de faire des amendements transcourants, d'arriver à des compromis dont l'Assemblée nationale n'est pas capable. J'ai fait 3 mandats de député. On se regarde en chien de faïence, c'est bloc contre bloc, on ne s'écoute même pas. Le Sénat, ça n'a rien à voir. On se parle, on discute comme dans une vraie assemblée parlementaire. Néanmoins, ça n'augure pas de très bonnes relations. Je rappelle que le nom de François de Rugy circule pour être le président de l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il croit que c'est en faisant de la surenchère contre le Sénat qu'il augmente ses chances à l'Assemblée nationale. Alors je crois que c'est tout le contraire. Alors dimanche, tout donne à penser qu'En Marche obtiendra une très large majorité. Quel sera le poids de l'opposition face à cette majorité si écrasante? Justement, il risque de n'y avoir encore moins de débats qu'il y en avait précédemment à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, si un amendement n'est pas négocié avec le gouvernement, il ne passe pas. À l'Assemblée, on ne vote pas pour un amendement du camp d'en face, même si c'est le même que le sien. Donc c'est au Sénat qu'on discute et qu'on parle. Donc le vrai débat, il aura lieu à la fois au Sénat, de façon transcourante, et après entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce sera vraiment le contre-pouvoir, mais pas d'obstruction, de dialogue, de débat pour fabriquer démocratiquement la loi. Alors à l'aune des résultats... Alors, on va passer à un autre sujet, puisque je vous le disais en titre, le professeur Aubier est devant la justice. Ce pneumologue de renom est accusé d'avoir menti au Sénat lors de son audition par une commission d'enquête sur la pollution de l'air. Il avait en effet oublié de déclarer ses liens d'intérêt avec Total. Stéphane Amalian. Il était auditionné par le Sénat le 16 avril 2015. Michel Aubier, pneumologue, avait juré de dire la vérité. Ce jour-là, les sénateurs enquêtent sur le coût économique et financier de la pollution. Mais le pneumologue a caché ses liens avec l'entreprise Total, déclarant n'avoir aucun lien avec les acteurs économiques du secteur. Un parjure pour le Sénat qui a décidé de poursuivre le médecin en justice. Car Michel Aubier était bel et bien salarié de la multinationale depuis la fin des années 90 en tant que médecin conseil de la direction générale, payé plus de 50 000 € par an. Un poste qu'il cumulait avec celui de chef du service pneumologie de l'hôpital Bichat. Le directeur des hôpitaux de Paris ignorait d'ailleurs la double casquette du médecin. Il va de soi que si j'avais su ce lien d'intérêt, je n'aurais pas proposé que l'audition se fasse en sa présence ou par lui, bien évidemment. Jugé pour témoignage mensonger, Michel Aubier risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et on va justement retrouver tout de suite en direct du tribunal correctionnel de Paris Tam Tranui. Bonsoir Tam, vous suivez pour nous ce procès, où en est-on exactement ? Alors je suis effectivement devant la 31e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, où l'audience a débuté à 13h30 à peu près, il y a maintenant presque un peu plus de 4h30. Alors avant le début de l'audience, on a pu avoir quelques mots des parties. Alors d'un côté, il y a les parties civiles, je veux parler du Sénat, l'AP-HP, c'est-à-dire l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et puis 2 associations écologistes qui estiment tous que Michel Aubier a menti sous serment devant la commission d'enquête sénatoriale. On écoute l'avocat François Laforgue. Il est entendu par une commission sénatoriale sur l'impact économique de la pollution atmosphérique. Et il l'omet ou il refuse de dire qu'il a des liens d'intérêt avec Total, qui est un des principaux acteurs économiques sur cette question de pollution atmosphérique. Donc c'est un faux témoignage qui a nécessairement, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle M. Aubier a minimisé pendant toutes ces années le caractère cancérigène, notamment du diesel. Et on peut légitimement s'interroger sur le lien
possible entre ses déclarations pendant toutes ces années et sa rémunération par Total. L'accusation de François Laforgue est claire, il y a faux témoignage. Eh bien c'est faux pour le professeur Aubier qui est arrivé quelques minutes avant son procès. Il a voulu se montrer calme, il nous a dit quelques mots sur son état d'esprit. Je suis serein pour le moment et je m'expliquerai devant les juges. Voilà. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir menti ou trahi? Pas du tout. Voilà, merci. Alors vous l'avez entendu, le professeur Aubier estime que cela est clair. Il n'a pas menti, un point de vue qu'a développé un peu plus son avocat, maître François Saint-Pierre. Pour qui? Eh bien c'est bien simple, le professeur Aubier ne s'est pas rendu compte de l'omission qu'il commettait en taisant les rapports avec des acteurs économiques liés à la pollution de l'air quand il était sous serment devant les sénateurs. On l'écoute. Au cours de ce procès, nous aurons à démontrer que Michel Aubier n'a pas menti au Sénat. Il a pu se tromper sur une réponse, mais il n'a pas menti au Sénat. C'est extrêmement important. Je crois que les commissions d'enquête parlementaires ont un rôle très important à jouer dans nos instances démocratiques, mais leur procédure mériterait d'être révisée pour que des gens comme M. Aubier ne soient pas pris par surprise en préliminaire d'une audition et se trompent de réponse. Vous voyez les conséquences désastreuses d'une réponse non qui a produit des poursuites, un ostracisme, enfin tout cela est extrêmement démesuré. Alors pendant 3 heures, on a beaucoup entendu François Saint-Pierre, l'avocat de Michel Aubier, dans ce qui a été d'abord une longue bataille de procédure. On a eu quasiment l'impression d'assister à un cours de droit, l'occasion notamment pour le tribunal de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qui a été soulevée par l'avocat de Michel Aubier, qui a estimé qu'on portait atteinte avec ce procès au droit constitutionnel de Michel Aubier. François Saint-Pierre qui a également attaqué très clairement le Sénat. Il s'en est pris à la rapporteure Leïla Aïchi. Il a estimé que la virulence de ces attaques à l'égard de Michel Aubier avait porté atteinte à la présomption d'innocence. Il a aussi clairement attaqué l'institution, le Sénat, Gérard Larcher, car il a estimé que transmettre ainsi une affaire au parquet était une première au Sénat, alors que cela aurait pu avoir déjà lieu auparavant, par exemple avec l'affaire Oudéa, où il y a également des soupçons de faux témoignages devant une commission d'enquête sénatoriale. Il a également parlé de l'affaire des comptes de l'ex-groupe UMP, des affaires qui pour lui ont beaucoup plus porté atteinte à l'institution Sénat que l'affaire Aubier. Pour lui, c'est clair, le Sénat veut se refaire une vertu. Ces arguments, en tout cas, n'ont pas fait mouche auprès du tribunal et actuellement, le procès se poursuit sur le fond. Merci beaucoup Tam pour toutes ces explications. Et l'affaire Aubier, c'est aussi un peu le procès des conflits d'intérêts. En plein débat sur la moralisation, la question des lobbies et de leur poids revient sur le devant de la scène. On en parle tout de suite dans notre premier débat. Et mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Coste. Bonsoir, vous êtes lobbyiste. On va parler de votre activité dans un instant. Philippe Dominati est également sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes sénateur Les Républicains de Paris. Vous aviez présidé en 2012 une commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale. Tam Tranui faisait allusion, on va également y revenir. Nadir Saifi, bonsoir. Vous êtes vice-président de l'ONG Écologie Sans Frontières et vous êtes aussi conseiller parlementaire au Sénat. Je le précise justement. Qu'attendez-vous de ce procès? Il était à la fois aussi important pour l'image du Sénat que pour les questions aussi de répercussions sur tout ce qui est pollution de l'air et sur les questions sanitaires également. Ce qu'on attend, c'est que déjà la vérité et les faits soient établis. Donc manifestement, ils le sont. J'entendais, j'étais au tribunal. Je suis venu sur le plateau pour témoigner et j'y retournerai. Simplement que l'attitude de M. Aubier et de son avocat, on ajoute le cynisme à la malhonnêteté. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive devant une commission, c'est vraiment le procès du mensonge. Du mensonge et des conflits d'intérêts, plus largement. Il y a eu le mensonge devant une commission d'enquête parlementaire, ce qui est grave. À la question « Avez-vous des intérêts économiques ?» il a répondu « Non ». J'ai entendu la présidente commencer à égrener les liens économiques. Vous avez entre 100 000 et 150 000 euros par an
des voitures de fonction, et dire que c'est un simple oubli, c'est se foutre un peu du monde. Donc voilà, on attend aussi, et nous, ONG, c'est l'occasion pour nous de remettre aussi sur le devant de la scène la lutte contre les conflits d'intérêts et tout ce qui est en matière de santé et environnement en particulier, qui est pour nous une circonstance aggravante. On le disait, Philippe Dominati, c'est aussi important pour l'image du Sénat, ce procès, alors que le débat sur la moralisation et la lutte contre les conflits d'intérêts fait rage. Bien sûr que c'est important, et le Sénat est une institution qui fonctionne bien, puisque une commission d'enquête, comme vous l'avez souligné, c'est quelque chose de sérieux. Il y a un serment qui est fait de la personne qui est auditionnée par la commission d'enquête, et c'est pas pour rien qu'il y a ce serment qui est proclamé avant l'audition, et donc en l'occurrence, ce n'est pas le président du Sénat, c'est le bureau du Sénat qui se porte partie civile, c'est-à-dire l'ensemble des groupes politiques, en tout cas la majorité de l'ensemble des groupes politiques, qui décident s'il y a lieu de poursuivre ou de ne pas poursuivre, de se porter partie civile ou pas partie civile. Ce qui prouve bien que l'institution sénatoriale fonctionne bien, en l'occurrence. Tam Trani faisait référence aussi à un autre cas, celui de l'affaire Oudéa. Vous étiez président, vous, de cette commission d'enquête parlementaire, Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale. Est-ce qu'il y aurait aussi des motifs de le poursuivre? On sait que c'est un des points sur lesquels l'avocat de Michel Aubier va venir, puisqu'il aurait aussi peut-être menti devant la commission d'enquête sur la question justement des comptes offshore détenus par la Société Générale qui ont été révélés par la suite par les Panama Papers. Absolument, on pouvait avoir cette appréciation et on pouvait se poser la question. C'est la raison pour laquelle le président et le bureau du Sénat ont demandé au rapporteur de la commission d'enquête, qui était un de mes collègues communistes et moi-même président de la commission d'enquête, nous deux, d'auditionner dans une séance qui a été assez longue Monsieur Oudéa pour lui demander des précisions sur le témoignage qu'il avait fourni un an ou quelque temps auparavant devant la commission d'enquête du Sénat. À partir de ce moment, nous avons remis le compte-rendu de cette audition au bureau du Sénat, avec les appréciations divergentes peut-être entre le rapporteur et moi-même, mais je peux vous dire qu'une instruction très complète a été faite, et le bureau du Sénat, sur la nature de ces pièces, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre. Donc, on ne peut pas dire... Lorsque le bureau du Sénat dit on le fait, on dit c'est pas mal, et lorsque le bureau du Sénat dit il n'y a pas lieu, on dit pourquoi il ne le fait pas. Donc, en réalité, je pense que toute l'instruction a été faite, et c'est aussi une question d'intime conviction. Un parlementaire, il n'est pas maître de la totalité des sujets qu'il doit se saisir. Et c'est un rapport de confiance qui est fait en fonction des interlocuteurs. Généralement, les interlocuteurs qui sont auditionnés le sont parce qu'ils ont une compétence particulière sur le sujet en question. Et je dirais c'est une intime conviction. Et c'est pas facile pour un parlementaire, parce que je connais d'autres parlementaires qui sont peut-être menacés, je dirais, de procédures à peu près similaires, qui ont été abusés dans leurs rencontres, dans les témoignages qu'ils ont recueillis. Alors justement, sur cette question des liens avec certains lobbyistes, sur les conflits d'intérêts, de manière générale, Thierry Coste, quel regard portez-vous sur cette affaire Aubier? Moi, j'adore ce procès. Je trouve qu'il est génial. Parce qu'effectivement, je ne comprends pas qu'on n'en ait pas eu avant. Sa défense est choquante. Mais parce qu'effectivement, on est totalement dans le conflit d'intérêts. On est dans le mensonge. Et les parlementaires ont été trompés. Moi, je suis lobbyiste. C'est écrit sur mon front. Tout le monde sait pour qui je travaille. Je fais mes déclarations. Tout le monde peut vérifier pour qui je travaille, combien je suis payé et ce que je fais comme job. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est ça. Vous pouvez nous donner des exemples, Thierry Coste, par exemple? Je suis lobbyiste des chasseurs, des pêcheurs, je suis lobbyiste de fabricants d'armes militaires, je défends des gouvernements étrangers auprès des intérêts. Alors je fais du lobbying en France, au Parlement européen, à la Commission, au niveau des instances internationales aussi. Donc, mais c'est toujours écrit sur mon front. C'est-à-dire que comment on peut tromper un parlementaire en allant le voir en douche? Or, un professeur comme ça, c'est une vraie tromperie. Je suis désolé. Quand on enquête... C'est extrêmement compliqué d'avoir de bonnes informations. Thierry Coste, mais ça n'empêche. Moi, je le dis ouvertement, la justice le dira. Mais quand quelqu'un ne dit pas qu'il a un lien économique, c'est pareil pour l'affaire. On peut parler Comment d'autres justement affaires. peut-il passer à travers les mailles du filet, puisqu'il y a
Oui, mais c'est choquant que quelqu'un dise « Ah, je n'avais pas pensé qu'en touchant 170 000 euros, en ayant une voiture de fonction et des actions, je ne défends pas les intérêts. » Moi, quand je suis payé ce prix-là, pardonnez-moi, mais je défends complètement les intérêts de mon client. Mais tous les parlementaires que je rencontre le savent et les organisations le savent aussi. Pour l'information des téléspectateurs, il faut juste savoir que M. Aubier, le professeur Aubier a été auditionné une première fois dans un cadre normal. Et quand l'affaire a éclaté, il a été réauditionné une deuxième fois à huis clos. Il a rementi. Sur les montants, sur les montants et sur les sommes perçues. Et il a oublié de mentionner d'autres laboratoires. Parce qu'il ne travaille pas que pour Total. Il travaillait pour Total, il travaillait pour le Servier, il travaille pour d'autres laboratoires. Et simplement, il faut savoir aussi qu'à côté du rôle des parlementaires qui ont été abusés, des ONG... Moi, je vois, nous, les ONG, on a fait notre travail d'ONG, d'alerte, mais il faut juste savoir qu'à l'origine, c'est une ONG de professeurs et de médecins, pneumologues, qui, devant le scandale de ces déclarations, ils minimisaient quand même l'impact de la pollution de l'air sur la santé humaine, qui a été scandalisé et qui l'a dénoncé. Voilà. Vous savez, moi, ce que je regrette, c'est qu'on a aujourd'hui, on le voit dans la situation, on a des professeurs, en clair, il est à mi-temps. Il est à mi-temps comme professeur, il est à mi-temps payé par un industriel. 150 000 euros. Quand un parlementaire est dans le conflit d'intérêts de même nature parce que les 3/4 de son activité ou de sa rémunération est payé par du conseil, c'est louche aussi. Quand un attaché parlementaire est payé à moitié par un cabinet de lobbying, c'est louche aussi. Moi, je trouve qu'il serait temps qu'on soit juste, non pas totalement transparent, ne rêvons pas, mais qu'on sache exactement un projet de loi a été présenté ce matin. À qui on a affaire. Thierry Coste, je voudrais qu'on écoute Gérard Larcher, qui était l'invité de notre émission L'épreuve de vérité hier. Il est revenu justement sur les enjeux de cette affaire. On l'écoute. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Qu'on respecte le Parlement. Et notamment quand on prête serment devant une commission d'enquête du Parlement, considérer que c'est une chose sérieuse. À un moment où on veut redonner confiance dans la vie publique. On veut redonner confiance dans la vie politique. Le Parlement est un élément de la vie démocratique. Le respecter est essentiel. Laissons faire la justice. Philippe Dominati, est-ce qu'on peut empêcher d'être confronté à ce type d'affaires au biais, même si on rappelle pour l'instant qu'il y a toujours la présomption d'innocence? Oui, on peut empêcher ce genre d'affaires. Justement, je pense que la déclaration sous serment devant une commission d'enquête est un avertissement à la personne qui est auditionnée. Comme ça a été dit, c'est très sérieux. Ce qui compte, c'est de connaître l'identité réelle de la personne que l'on auditionne. Autrement, les parlementaires et le Parlement en général, on va se trouver totalement isolés parce qu'on pourra rencontrer plus personne. On est obligé de faire des investigations, de se renseigner et de consulter de multiples décideurs. Et donc, il est important, dans le cas, en l'occurrence, je ne connais pas cette commission d'enquête, je ne faisais pas partie de cette commission d'enquête, mais à partir du moment où il y a eu un serment, et le président du Sénat l'a très bien dit, eh bien, on doit respecter et être à visage découvert. Oui. Mais est-ce qu'une loi, selon vous, peut empêcher l'influence d'un lobbyiste sur un parlementaire? Non, mais il ne faut pas se tromper. Là, il y a dans la suspicion qu'on a, il y a tromperie. Or, s'il avait été encore une fois, je répète, on verra à la justice. Comme s'il avait été auditionné comme professeur, mais représentant Total, en ayant la compétence d'expertise, ça n'aurait posé aucun problème. Donc, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas le problème. La démocratie, c'est pas isolé. Vous êtes d'accord sur toutes les mesures, Thierry Coste, vous êtes d'accord sur toutes les mesures qui sont prises justement pour lutter contre les conflits d'intérêts et le lobbying? Est-ce que vous avez le sentiment que vous ne pouvez plus vous travailler, par exemple? Ah non, mais pas du tout. Moi, je trouve qu'au contraire, on travaillera beaucoup mieux lorsqu'il n'y aura plus ce sentiment. Moi, je travaille ouvertement. Les parlementaires m'ouvrent tous leurs portes. Je n'ai aucun problème. Et les ministres aussi. Parce que c'est simple qu'une ONG où nous, quand on rencontre, on défend des intérêts particuliers, on est clair. Et alors, où est le problème? Ça peut paraître aussi choquant. On défend l'intérêt général, nous. Vous défendez les intérêts particuliers. Et alors? Non, mais gênant. Je vous le reproche pas. Mais moi, je l'affiche et vous aussi. Oui, nous, on est. La tromperie, elle est quand on ne le sait pas. Simplement, je voulais juste préciser pour le cas Aubier, c'est pas un délit d'opinion qui est jugé là. Et qui disent que la pollution, nous, on fait notre travail d'ONG en disant la pollution tue, rend malade et nocive. Lui, il dit non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est le mensonge qui est jugé aujourd'hui. C'est pas l'influence. Et simplement.
nous concernant, on considère qu'il faut aller encore plus loin. Il faudrait peut-être une loi Bayrou 2. Oui. Parce que alors, là, il y a déjà eu la loi Sapin 2, ce matin un nouveau projet qui a été présenté. Il y a le projet est vrai. Alors le projet de ce matin, qui est un bon projet, mais qui concerne le monde politique en général et la politique. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça concerne aussi le monde économique. Et on n'est pas des extrémistes de la transparence. Il ne faut pas exagérer. Simplement que les choses se fassent en toute transparence. Il y a une nuance. Voilà, Monsieur Cos qui travaille pour l'armement, qui travaille pour les chasseurs, quand ce monsieur entre au Sénat pour faire du lobbying, il faut que ça soit encadré. Voilà, tout simplement. Alors, sauf que là, on a une autre obsession. On a une autre obsession. C'est que, par exemple, pour les lobbyistes, on pense qu'il faut presque les suivre à la trace avec une puce ou un bracelet. Ce qui est quand même à peu près débile. Ça ne sert à rien. Par contre, effectivement, qu'on sache à qui on a affaire, je trouve que c'est très bien. Heureusement qu'il y a des intérêts économiques, qu'il y a des ONG qui peuvent intervenir auprès des parlementaires, parce que sinon, le vrai lobbying, moi, que je crains le plus, c'est celui de la technocratie et c'est celui d'un autre conflit d'intérêts qui est le pantouflage de gens qui sont dans la fonction publique ou dans l'administration, qui vont travailler dans le privé et qui reviennent, et on ne sait pas exactement... Alors, on va rester... Quelle défense ils ont. Philippe Dominati, il y a de nombreuses mesures qui ont déjà été votées, notamment, je le rappelais, dans la loi Sapin 2, ce projet de loi présenté ce matin par le garde des Sceaux, François Bayrou. Jusqu'où on peut aller, justement, dans la prévention des conflits d'intérêts, selon vous ? Écoutez, moi, je trouve qu'on va trop loin. Je vous le dis clairement, parce que je pense qu'on essaye de fonctionnariser le rôle du parlementaire. Si le peuple ou un certain nombre d'élus ont choisi un parlementaire, c'est qu'on fait a priori confiance dans son jugement. Il ne faut pas que le parlementaire soit abusé par ses interlocuteurs. Mais pour autant, j'ai cru comprendre que, par exemple, dans la loi Bayrou... Ce risque existe, selon vous, justement ? Au-delà de 10 coups de fil dans l'année de quelqu'un qui serait avec un groupe, alors un professeur de médecine qui travaille la moitié de son temps à l'assistance publique, qui va recevoir 10 coups de fil, je dirais dans l'année pour sa profession, va devoir déclarer en tant que parlementaire les 10 coups de fil qu'il reçoit. Lorsque vous avez une compétence dans un domaine particulier en tant que chef d'entreprise et que vous avez la casquette de parlementaires et du secteur privé, vous allez noter tous vos coups de fil professionnels parce que vous faites partie, je dirais, d'une activité particulière. Mais où est-ce qu'on va ? On veut totalement phagocyter l'activité du parlementaire. Oui, ça, c'est la demande des ONG. Il y a des excès qui sont faits dans cette tentative de répondre à l'opinion publique, ce que je comprends tout à fait, mais il ne faut pas entraver et faire en sorte qu'un parlementaire soit ligoté. Il y a quelques années... Il y a quelques années, le gouvernement, il y a longtemps, a voulu acheter en masse, et ça coûtait 1 milliard d'euros, un vaccin pour prévenir une maladie. Il y a un professeur de médecine qui était parlementaire qui a dit « à mes yeux, c'est une bêtise ». Et c'est vrai que, connaissant la réputation de ce professeur de médecine, quelqu'un qui ne connaît pas la santé, comme moi, peut se poser la question de dire la ministre de la Santé dit il faut faire le budget au principe de précaution, et en même temps, il y a quelqu'un qui est du milieu et qui dit ça ne sert à rien. Il avait raison. Finalement, le principe de précaution est allé trop loin. Aujourd'hui, il ne pourrait plus le faire avec tout ce qu'on prépare, parce qu'on dirait, oh là là, il est professeur de médecine, il est en contact avec tel ou tel laboratoire ou telle industrie, et donc il ne pourrait plus faire ça, il ne pourrait plus exprimer sa compétence personnelle sur un sujet qui intéressait tout le monde. Si vous permettez... moi, je vois l'institution de très très près. Et l'immense majorité des élus sont des gens honnêtes qui font un travail extraordinaire. Absolument. Mais... à côté de ça, on sait aussi qu'il y a une petite part très petite de brebis galeuses qui entachent aussi la réputation d'une institution. Et on le sait, nous, ONG environnementales ou qui sommes dans la santé environnement, mais on voit, vous savez, on a affaire aussi les gens qui nous prenaient pour des oiseaux. Vous savez, il y a 20 ans, avec mes collègues, on dénonçait le diesel. On nous accusait d'extrémistes. Des extrémistes voulaient créer du chômage, voulaient faire... On dit ça coûte à la santé des Français et ça coûte aussi à la collectivité. 20 ans pour discréditer le diesel et peut-être le tuer, ce qu'on appelle de nos voeux. Mais il y a le climat. Vous avez eu les climato-sceptiques. Vous avez eu l'industrie du tabac qui a fait un tort. Des élus de la République qui relayaient les thèses scandaleuses et criminelles, je le dis, criminelles sur le tabac. Ah non, le tabac, ça ne tue pas. Les gens qui relayaient aussi en disant l'abus d'alcool, mais non, ça ne tue pas. Tous ces gens-là,
été actionnés, et parce que nous on le sait, parce qu'on enquête, on investigue aussi, par nos propres moyens, actionnés par des lobbies. Et ça, c'est plus possible. Alors maintenant qu'on n'est pas des intégristes de la transparence, mais... On ne peut pas être manichéen. Il n'y a pas tous les tout bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Il y aura toujours cette porosité entre les parlementaires d'un côté, les élus et les lobbies, et justement cette frontière très ténue entre les deux qui influence qui. On est dans le débat du conflit d'intérêts. Le lobbying en tant que tel, mais moi je souhaite qu'on en fasse 10 fois plus. Les ONG sont très professionnalisées et en font, comme les syndicats en font. Tout le monde écrit des amendements, tout le monde va rencontrer les parlementaires. C'est très bien. Ce qui est, c'est lorsqu'il y a tromperie, lorsqu'on ne sait pas. Mais heureusement que les parlementaires ne se fient pas seulement à l'entourage technocratique et aux fonctionnaires pour avoir une bonne vision. Ils consultent les ONG, ils consultent les industriels ou des gens comme nous qui reproposons des intérêts, mais c'est tant mieux. Mais votre fonction, c'est bien d'influencer les parlementaires. Et alors, c'est gênant d'influencer les parlementaires. Moi, je suis payé pour ça. Oui, mais d'accord. Mais lui aussi, il est payé pour ça. Non, je ne suis pas payé. Non, je ne suis pas payé pour ça, je suis bénévole. Non, je suis bénévole et je ne suis pas payé pour ça. Dans votre organisation, il y a bien des gens qui font ça. Et la majorité... Il y a des centaines de personnes qui sont payées pour ça. Non, mais France Nature Environnement, c'est France Nature. Il faut l'avouer. Il y a des ONG qui sont des lanceurs d'alerte. Nicolas Hulot était un très bon lobbyiste avant de devenir ministre. Je peux vous dire une chose. Il y a le cas actuellement un cas emblématique, la bataille titanesque qu'il y a au niveau européen sur les perturbateurs endocriniens. Des fausses études, vous savez que ça existe aussi, voilà. Qui sont payées par les industriels, on se rend compte, on nous les a masqués en disant c'est des études indépendantes. Ben non, on gratte, on se rend compte le mot de la fin pour que Philippe c'est des Dominati. études payées par les industriels. Parlementaire. À ce cas de figure, le parlementaire bénéficie de la puissance de l'administration. Oui. Lorsque je reçois un industriel ou un lobbyiste qui me dit il y a telle étude, je vérifie que cette étude correspond aux données que dispose le gouvernement, l'administration, et je me renseigne. J'ai mon libre arbitre en tant que parlementaire de savoir. C'est pas parce que l'industrie du tabac est nocive ou l'industrie de l'alcool est nocive que tous les parlementaires ne fument plus et ne boivent plus. Non, mais pour autant, donc c'est un débat. Ils ont leur libre arbitre. Il faut qu'ils soient véritablement convaincus de la réalité des choses. Mais vous le rappeliez, un industriel va dire quelque chose et je vais recouper par l'administration. Il y a une pression très forte de l'opinion publique aujourd'hui, justement, pour que les parlementaires incarnent un certain renouveau, qu'ils soient indépendants de toutes ces pressions extérieures. Est-ce qu'on peut y arriver ? Bien sûr, évidemment qu'il faut que les parlementaires soient au maximum indépendants. Mais l'indépendance, c'est pas être entravé, c'est pas ne plus pouvoir rien dire, ne plus pouvoir communiquer, ne plus pouvoir recevoir des avis. Or, actuellement, on est en train de mettre un carcan où on dit si vous serrez la main à monsieur Untel, il faut le signaler parce que vous ne savez pas, mais il est lobbyiste ou il n'est pas lobbyiste. Les parlementaires sont des responsables qui sont conscients, qui ont exprimé un certain nombre d'idées et qui disent si vous me faites confiance, je vais essayer de déléguer cette confiance dans mes rendez-vous. Si vous permettez, il vaudrait mieux donner plus de moyens aux parlementaires. Si vous permettez. D'investigation, bien sûr. Selfie, le mot de la fin. Si vous permettez, juste un cas que je connais très très bien, c'est la bataille qu'on a menée sur le diesel. Vous vous rendez compte que là, on a un lobbyiste qui est là actuellement en train de passer, il est devant ses juges avec des accusations extrêmement graves, mais quand on a découvert aussi que l'industrie automobile trompait tout le monde avec des moteurs truqués, voilà, il y a eu toute une chaîne. Merci, on suivra ce procès. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Comme après chaque législative, on va parler de cette campagne et de cette question qui concerne la proportionnelle. La question est de nouveau posée, car si le scrutin majoritaire permet d'obtenir une solide majorité pour le nouveau président, il empêche toujours à certains partis d'être représentés à l'Assemblée nationale. Explication Flora Sauvage. C'est un serpent de mer aussi vieux que la Ve République. Doit-on instaurer une dose de proportionnelle aux élections législatives ? Le Premier ministre Édouard Philippe réaffirme l'engagement d'Emmanuel Macron sur ce mode de scrutin. Je pense que c'est utile parce que ça permet d'ouvrir la répartition des sièges à des courants politiques qui ont du mal à franchir le cap démocratique, j'insiste là-dessus, du scrutin majoritaire. Après, il y a un sujet sur la dose. Est-ce que c'est une petite dose ? Est-ce que c'est une dose totale ? Bon, là, il y a un sujet. Toute la question est là.
Si le seuil de 5% de représentativité est retenu, les petits partis en dessous de cette limite ne seraient pas plus représentés qu'aujourd'hui. Si la proportionnelle intégrale était mise en place, alors des formations peu représentées à l'Assemblée nationale, comme le FN, pourraient compter jusqu'à 80 députés au lieu de 1 à 5 députés si l'on se base sur les résultats de dimanche dernier. Une dose, c'est peanuts. Il faut carrément passer à la représentation proportionnelle si on veut que l'Assemblée nationale représente la diversité des courants politiques. Il faut distinguer incarnation et représentation. Incarner la France, c'est le rôle du président de la République. Représenter les Français, c'est le rôle de l'Assemblée nationale. Mais cette réforme du mode de scrutin ne fait pas l'unanimité. Ça serait plus juste et en même temps c'est toujours assez scabreux de modifier le mode de scrutin, surtout quand l'Assemblée vient d'arriver. La question de l'introduction d'une dose de proportionnelle dans le mode de scrutin des députés était l'une des conditions posées par François Bayrou pour sceller son alliance avec Emmanuel Macron. Pascal Perrineau, politologue, auteur du livre « Cette France de gauche qui vote FN » est notre invité. Il répond aux questions d'Oriane Mancini. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Alors selon les projections, il y aura au moins 400 députés macronistes dans la future Assemblée, alors qu'il n'a obtenu qu'un tiers des voix au premier tour. Des partis ayant obtenu plus de 10%, eux, auront un très faible nombre de députés. Doit-on instaurer une dose de proportionnelle aux prochaines législatives ? Alors, ça devient un serpent de mer. Souvenez-vous, le président Sarkozy avait dit qu'il instaurerait une dose de proportionnelle. On n'a rien vu. Même chose pour François Hollande. On n'a rien vu. Et même chose maintenant pour Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a urgence parce que la non-représentation de partis importants, de forces politiques importantes, je pense à France Insoumise ou bien sûr au Front National, à l'Assemblée nationale, où leur représentation complètement marginale pose problème. Comme le disait Dominique Rousseau dans le sujet que l'on vient de voir, les assemblées, elles sont là pour représenter la nation. Alors, et là, il y a un problème. À quel seuil doit être instaurée cette dose de proportionnelle ? Parce que vous parlez de la représentativité, mais il faut aussi éviter un risque de blocage. Comment améliorer cette représentativité sans créer une instabilité ? Alors, il faut bien comprendre qu'un mode de scrutin, ça a deux fonctions. Représenter, mais aussi dégager une majorité. Donc il faut trouver un point d'équilibre. Le point d'équilibre, c'est quoi ? C'est de garder une majorité de députés élus par le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours que nous connaissons et d'introduire un correctif proportionnel. Alors, est-ce que c'est 60 députés sur une liste nationale élus à la représentation proportionnelle intégrale avec un seuil, par exemple, à 5% ? Est-ce que c'est 80 députés ? Ça se discute. Et en effet, par cette mixité de la proportionnelle et du majoritaire, on peut trouver un point d'équilibre où on représente mieux tout en n'entamant pas la capacité d'un mode de scrutin à dégager clairement une majorité aux yeux de l'opinion. Alors avec plus de 400 députés, toujours selon les projections, est-ce que l'Assemblée nationale ne va pas devenir une simple chambre d'enregistrement ? Alors ça n'est pas la première fois. Quand vous regardez 1993, 1981 pour la gauche, 1968 pour la droite, il y avait déjà des groupes majoritaires qui étaient tout à fait bedonnants, j'allais dire. Bon, là cette fois-ci, ce qui amplifie l'impression d'une majorité écrasante, c'est le fait que c'est un seul parti, une seule force, La République en marche, et non pas, par exemple, l'Alliance RPR-UDF, comme c'était le cas en 1993, avec un véritable risque. C'est que s'il y a un groupe écrasant, il n'y a pas de véritable débat démocratique avec l'opposition ou les oppositions, et donc le débat se déplace à l'intérieur du groupe avec tous les effets pervers que l'on connaît. Un risque de frondeur ? Bien sûr, on en a déjà peut-être un avant-goût avec l'affrontement récent entre le Premier ministre et le garde des Sceaux. Ce qui est nouveau, par contre, c'est le profil des nouveaux députés, qui pour la plupart sont des novices en politique. Est-ce que ce n'est pas une dévalorisation de la fonction parlementaire ? Alors, ça n'est pas non plus complètement nouveau. La dévalorisation de la fonction parlementaire est un processus qui est entamé depuis de nombreuses années. Ça tient aussi au fait que, le travail de député n'est pas suffisamment important dans le dispositif de la Ve République. L'exécutif continue à avoir un poids écrasant vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Il faut rééquilibrer les choses. Est-ce que véritablement le noviciat, c'est une très bonne chose parce que ça permet un renouvellement,
Mais le noviciat aussi, ça peut aller, on verra. Ça peut aller avec une certaine dose d'amateurisme. Et à ce moment-là, ça renforce la notion de parti godillot. L'hégémonie d'En Marche qui s'annonce à l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne va pas être une chance pour le Sénat ? Alors, ça sera une chance pour le Sénat parce qu'au fond, dans ce dispositif où l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale vont être, bien sûr, extrêmement cohérents, du moins dans un premier temps, sous l'égide de La République En Marche, on voit bien que la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Les checks and balances, disent les Américains. Et là, il y a au fond aujourd'hui un seul lieu institutionnel, c'est le Sénat, qui n'a pas tout à fait la même couleur politique que la majorité qui se met en place. Et donc le Sénat a un rôle dans les mois et les semaines qui viennent tout à fait important à jouer. Et il va pouvoir jouer, du coup, il va pouvoir miser sur l'incarnation du pluralisme au Parlement ? Voilà. L'incarnation du pluralisme, si en effet, dimanche prochain, on a un palais Bourbon très homogène, sous la couleur La République En Marche, eh bien la diversité politique, elle sera où? Dans les institutions nationales, elle sera au Sénat. Et on parlait aussi de ces novices en politique. Est-ce que les sénateurs ne vont pas aussi miser sur le fait qu'eux ont l'expérience, ils connaissent les arcanes du Parlement? Et on le sait, on le voit bien dans le travail législatif. Depuis des décennies, le Sénat est un artisan majeur de la qualité du travail législatif. Eh bien, ça continuera certainement dans l'avenir et peut-être que ça va s'accentuer. Et que ça va renforcer le bicamérisme et peut-être le rôle du Sénat aux dépens de l'Assemblée. Voilà, et on a vu dans la période récente le bicamérisme sans cesse remis en cause. Je crois qu'il serait très imprudent aujourd'hui de continuer sur cette ligne. Alors on va en venir à votre livre, Pascal Perrineau, cette France de gauche qui vote FN. Il y a 5 ans, le Parti socialiste avait tout. L'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat, les régions. Aujourd'hui, il fait 6% à la présidentielle, va avoir un groupe parlementaire qui sera le plus faible sous la Ve République. Comment vous expliquez ce désastre? Alors d'abord, il y a le phénomène d'usure du pouvoir. Les 5 ans du quinquennat Hollande ont eu des effets délétères sur la santé électorale de la gauche, avec le phénomène des frondeurs qui annonçait un parti socialiste divisé et donc faible. D'autre part, c'est un parti socialiste qui n'a pas su, comme bien d'autres partis, mais qui n'a pas su se renouveler. Et troisièmement, c'est un parti socialiste qui a été pris dans un véritable casse-noix entre, au fond, une social-démocratie modernisée style Macron et le retour à une gauche pure et dure avec la France insoumise. Et donc, entre ces deux éléments, le Parti socialiste n'avait, pour ainsi dire, presque plus d'espace. Il lui restait les 6-7% qu'il a eu. Est-ce que ce n'est pas aussi un Parti socialiste qui s'est éloigné des valeurs de la gauche et dont les électeurs, les classes populaires notamment, sont allés vers le Front National? Alors on le voit bien, on ne gagne pas une élection ou on ne se tient pas bien dans une élection sans le peuple, sans ces catégories d'ouvriers, d'employés. Et le Front National, peu à peu, a vu le peuple le quitter. Je le mesure dans l'ouvrage que je viens de faire. Un des éléments de la crise du Parti socialiste, de la crise de la gauche en France, c'est qu'au fond, les catégories populaires ont largement quitté la gauche et que les électeurs de gauche qui aujourd'hui votent Le Pen, ils vous disent très souvent: mais ça n'est pas moi qui ai changé. Je continue à partager les valeurs sociales qu'incarnait la gauche. C'est la gauche qui a changé et donc nous l'avons quitté, cette gauche. Alors justement, Marine Le Pen, on va l'écouter puisqu'elle elle veut évidemment récupérer ce vote des classes populaires et elle les appelle à la mobilisation pour dimanche prochain. On l'écoute. Il n'y a pas de gueule de bois. Nous savons très bien que la vie politique est aussi faite de ces flux et de ces reflux. Et c'est vrai que la vague contraire a été forte et assez imprévisible et assez dramatique dans ses conséquences. Parce que l'opposition, de manière générale, sort de ce premier tour extrêmement affaibli, avec des perspectives d'une armée de soldats aux ordres d'Emmanuel Macron qui entrerait à l'Assemblée et qui trusterait peut-être même plus de 80% de l'Assemblée nationale. Ça me paraît extrêmement inquiétant, surtout lorsqu'on analyse la très très forte abstention. Alors on entend Marine Le Pen chercher ce vote des électeurs populaires. Est-ce que ce vote des électeurs de gauche vers le Front National, est-ce qu'il date du quinquennat de François Hollande ou est-ce que c'est un phénomène qui est plus ancien? Non, le processus a commencé avant. Je l'avais décelé dès la présidentielle de 1995. Au fond, il y a eu 2 périodes dans la dynamique électorale du Front National. Dans les années 80 jusqu'au milieu des années 90, c'est avant tout un Front National qui se nourrit des déçus de la droite. Et puis après, ça change. Et d'ailleurs, le Front National change. Il ne dit plus qu'il est
est à la droite de la droite. Il dit en effet ni gauche ni droite, français. Donc on ne peut plus le qualifier, au vu de ses électeurs, de son électorat, de sa ligne, on ne peut plus le qualifier de parti d'extrême droite. Voilà, c'est un parti qui en tout cas commence sa mutation et l'électorat suit. Une partie d'électeurs populaires, d'électeurs de gauche, rallie le Front National qui devient peu à peu un parti social. Au fond, ce qui a facilité le passage d'un électorat de gauche vers le Front National, c'est le fait que les gens n'ont pas l'impression d'avoir changé, ils continuent à voter social. Alors du coup, vous dites dans votre livre que la gauche se retrouve quelque peu reléguée du statut d'acteur décisif de la vie publique à celui d'observateur. Quelle leçon elle doit en tirer, cette gauche qui est en train de se reconstruire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, elle doit d'abord certainement entreprendre un renouveau générationnel qu'elle n'a pas su entreprendre. Ça, c'est un travail et un défi majeur. Qui va incarner cette gauche socialiste ou social-démocrate dans les années qui viennent entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon? Pour l'instant, selon vous, il n'y a personne. Pour l'instant, il n'y a personne. Surtout que la vague de protestation du premier tour a éliminé, j'allais dire, une vieille génération socialiste, mais éliminé également une nouvelle génération. Regardez les difficultés rencontrées par Matthias Fekl ou Najat Vallaud-Belkacem. On voit bien que les électeurs n'ont pas été tendres. Et puis, d'autre part, il faut certainement entreprendre un travail d'identité. Les socialistes, on le voyait depuis pas mal de temps, n'avaient plus de messages spécifiques à adresser à la société française et particulièrement à ces catégories populaires qui parfois vont très loin du Parti socialiste. Il faut reposer un bon diagnostic sur les clivages actuels de la société française et à partir de cela, définir ce qu'est une social-démocratie au XXIe siècle. Pour l'instant, elle pourra encore les reconquérir, ces classes populaires. Oui, le processus sera long. Le processus sera long, mais il y a urgence d'ailleurs pour toutes les sensibilités de la gauche à s'adresser à ces catégories populaires. Qu'est-ce que la gauche sans le peuple? C'est une absurdité. Merci beaucoup Pascal Perrineau. Je rappelle le titre de votre livre, Cette France de gauche qui vote FN aux éditions du Seuil. Merci Pascal Perrineau. Merci beaucoup Henriane. Il est bientôt 19h, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Le pneumologue Michel Aubier devant la justice, il comparait pour parjure. Auditionné en 2015 par le Sénat, il avait omis de signaler qu'il était payé par Total pour ses activités de médecin conseil. Nous serons en direct du tribunal dans un instant. François Bayrou peut-il porter la loi de moralisation de la vie publique? Le garde des Sceaux est fragilisé par les affaires de financement du Modem et un premier couac gouvernemental entre lui et Édouard Philippe. Le débat est à suivre. Dans ce contexte, le projet de loi pour redonner confiance en la démocratie a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Un texte qui doit, je cite, mettre fin aux pratiques d'un autre âge. Analyse et décryptage à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag politique360. Pour m'accompagner ce soir, Saveria Rojek et Tam Tranui. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct du tribunal correctionnel de Paris. Tam, vous suivez pour nous le procès du pneumologue Michel Aubier. Où en est-on exactement ? Eh bien, nous en sommes à des moments cruciaux de ce procès, puisque l'on a pu entendre s'exprimer à l'instant Michel Aubier. Alors, il y a une heure, tout cela a commencé par le fait que la présidente du tribunal relate l'affaire Aubier. Et on a appris au passage que le professeur Aubier avait omis de déclarer ses liens avec Total dans sa déclaration publique d'intérêt, ce qu'il aurait dû faire. Également qu'il avait omis de parler de plusieurs conventions passées avec des laboratoires pharmaceutiques. Sachez également que l'on a appris des chiffres, c'est-à-dire que les chiffres, les salaires dont a parlé Le Monde ont été confirmés par la présidente. Alors après cela, on a entendu Michel Aubier qui a été questionné par son avocat, qui a également répondu aux questions de la présidente. Ça a été un moment de tension, notamment la présidente qui lui a dit il faut bien qu'on apprenne des choses lors de cette audition. Michel Aubier qui nie encore qu'il y ait des conflits d'intérêts entre le fait d'être pneumologue et de travailler pour Total. Pour lui, cela n'a pas du tout influé sur la façon dont il s'est exprimé devant les sénateurs. Je maintiens mon expertise scientifique, a-t-il encore déclaré. Michel Aubier qui a également dit qu'il n'avait pas déclaré, c'est qu'il avait oublié de mentionner ses liens avec Total parce que pour lui, ça n'avait pas de rapport avec l'objet de la commission qui portait sur la pollution de l'air et non pas sur une expertise sanitaire. En tout cas, sachez qu'actuellement, c'est le président de la commission d'enquête, Jean-François Husson, qui vient, lui, de s'exprimer pour lui répondre.
Merci beaucoup Tam. Et Michel Aubier a souvent minimisé le lien entre le diesel et les cancers malgré les travaux de l'OMS, alors que c'est aussi une première. Une victime de la pollution de l'air attaque l'État. Son témoignage a été recueilli, vous allez l'entendre, par Sandra Cerquera. Bretonne d'origine, Clotilde Nonez voit son état de santé se dégrader 3 ans après son arrivée à Paris en 1979. Et ça s'est aggravé au fil des années. Au fil des années, avec l'asthme, les sinusites, j'ai été opérée de sinus, les bronchites, ma bronchite s'est chronicisée pour devenir une bronchite chronique. Des symptômes qui demandent un traitement très lourd, antibiotiques, corticoïdes, injections, pour la soulager au quotidien. Mais lors du dernier pic de pollution en décembre dernier, ces médicaments n'ont pas suffi. Elle a fini aux urgences, frôlant l'arrêt cardiaque. Il y avait plein d'eau autour de mon cœur et c'est pour ça que le cœur fatigue parce qu'il tape contre de l'eau. J'ai failli mourir parce que j'ai pas été diagnostiquée tout de suite. Donc je suis restée presque 8-10 jours dans un état de... J'étais un légume total. Je n'avais jamais été autant épuisée de ma vie. Pour cette Parisienne, professeure de yoga, c'est donc bien la pollution de l'air qui est responsable de ces symptômes. Elle a décidé d'agir, de demander des comptes à l'État en portant plainte, une première. C'était pas à moi de partir, c'était au pouvoir public de faire quelque chose parce qu'on a tous droit à un air de bonne qualité. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la France ne respecte pas les normes européennes. J'ai décidé de mener ce combat en mon nom, mais au nom de plein d'autres victimes qui ne se manifestent pas, mais qui commencent à se manifester. D'autres recours devraient suivre dans plusieurs régions de France, car le cas de Clotilde Nonez, s'il est emblématique, n'est pas isolé. Les associations qui l'accompagnent reçoivent de plus en plus de témoignages. Chaque année, 48 000 morts prématurées seraient liées à la pollution due aux particules fines. C'est donc ce matin que le projet de loi pour redonner confiance dans la démocratie a été présenté au Conseil des ministres dans un contexte miné par les affaires, mais aussi par les critiques du Conseil d'État qui a critiqué sévèrement la création d'une banque de la démocratie proposée par François Bayrou pour assurer le financement des partis politiques. Audrey Vuitez. Après plusieurs heures de Conseil des ministres, la copie de François Bayrou est corrigée, annotée avec un ajout de taille de la part du président en personne. Le projet de François Bayrou interdit aux parlementaires d'employer les membres de leur famille. Emmanuel Macron va plus loin et propose un décret pour que cette interdiction s'applique aussi au président et à ses ministres. Sous les mêmes exigences, sous les mêmes conditions, avec le spectre large qui est retenu dans le texte sur les emplois familiaux. Et comme cela ne peut pas relever de la loi, un décret du président de la République sera pris pour l'imposer à tous. L'exécutif le sait, la moralisation de la vie publique est un sujet actuellement primordial pour les Français. Ce matin, il a donc été décidé de les faire participer aux futurs travaux parlementaires. Va être mise en place une consultation publique en même temps que la procédure d'enregistrement du texte, pour entendre les remarques des Français, pour que les débats parlementaires puissent être aussi éclairés sur ce sujet-là, avec la volonté qu'on puisse avoir des contributions qui remontent de nos concitoyens sur ce sujet-là. Autre point de correction, le projet de banque de la démocratie est repoussé. Cette banque doit permettre aux partis de financer leur campagne électorale sans passer par des établissements privés. Mais la mesure n'est pas encore chiffrée, ce que critique sévèrement le Conseil d'État. Des critiques entendues par le gouvernement qui temporise. Cette mesure, chère à François Bayrou, sera donc appliquée par ordonnance à une date ultérieure. Et c'est François Bayrou qui devra, en tant que garde des Sceaux, porter ce projet de loi. Le ministre de la Justice qui est affaibli par les affaires, Jérôme Rabier. Les témoignages commencent à s'accumuler dans l'affaire des assistants parlementaires des eurodéputés MoDem, travaillant en fait pour le parti. Le Canard enchaîné évoque dans son édition du jour les premiers aveux de certains d'entre eux. Mathieu Lamarre notamment, ancien responsable de la campagne internet du MoDem en 2012, qui a pris contact avec la justice pour témoigner. Autre témoin, Kitry de Villepin, ancienne salariée du MoDem et d'un eurodéputé, a publié un texte sur Mediapart affirmant que oui, des assistantes parlementaires payées par le Parlement européen travaillaient pour le parti de l'UDF. Je le sais car j'ai été l'une d'entre elles, écrit-elle. Mais François Bayrou se défend de procédés illégaux, évoquant des salariés qui effectuaient du temps partiel pour le parti. Ça n'a jamais existé. Ça ne sera pas prouvé. Il y a eu des mi-temps, des collaborateurs qui étaient à mi-temps ou à tiers de temps ou à 60% de leur temps, à temps partiel, travaillant, assistant avec des parlementaires européens
et qui, pour l'autre mi-temps, avait des responsabilités à l'intérieur de notre organisation. Étant ministre de la Justice et devant défendre le texte sur la moralisation de la vie publique, son cas pose problème, même s'il précise avoir expressément demandé de n'avoir aucune remontée d'informations sur l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris, dont il est de facto le supérieur hiérarchique. Le garde des Sceaux est en tout cas soutenu par ses collègues du gouvernement dans cette affaire. Il y aurait conflit d'intérêts si François Bayrou donnait des instructions liées à la situation qui le concerne. Nous sommes tous intimement convaincus que ça n'est pas le cas, et donc pour moi, il n'y a aucun conflit d'intérêts. Histoire de bien montrer sa solidarité, c'est le chef du gouvernement en personne, Édouard Philippe, qui a pris soin de repartir devant les caméras aux côtés du ministre de la Justice à l'issue du Conseil des ministres. Une sortie évidemment soigneusement préparée pour tenter d'éteindre toute rumeur de division gouvernementale. Et on va revenir sur cette question de la moralisation de la vie politique avec mes invités dans un instant. Mais avant cela, eh bien, cette information de nos confrères de France Info, eh bien, une trentaine de parlementaires seraient en passe de créer un mouvement en marche au Sénat. C'est bien sûr une information à suivre. On va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct du tribunal correctionnel de Paris qui suit pour nous le procès du pneumologue Michel Aubier. On en a parlé dans cette édition et vous êtes à côté du sénateur Jean-François Husson, sénateur Les Républicains. C'est lui qui représente le Sénat. On le rappelle, qui s'est porté partie civile dans ce procès, Tam. Effectivement, à Jean-François Husson, qui était le président de la commission d'enquête sur la pollution de l'air. Comment, pour vous, se passe ce procès? Est-ce que ça vous confirme dans le fait que Michel Aubier a bien menti sous serment au sénateur? Oui, je crois que les débats ont finalement, après un premier temps où... je dirais, la défense a essayé de reporter sur une question prioritaire de constitutionnalité. En fait, quand on est dans le fond du débat, finalement, c'est éclairant. D'ailleurs, ça confirme l'aveu du professeur Aubier lorsque nous l'avons auditionné en 2016, au mois de mars. C'est indéfendable pour vous. Il y a conflit d'intérêts de la part de M. Aubier? Alors, c'est pas la question qui est une faute par rapport au fait d'avoir prêté serment, c'est qu'on lui a demandé s'il avait des liens d'intérêt avec des acteurs économiques. Il a répondu clairement non, en tous les cas lorsqu'il a prêté serment, et on s'est aperçu, l'audition aujourd'hui l'a démontré, notamment avec la société Total, et ça a démarré dès 1997 avec Elf Aquitaine. Oui, effectivement, on a entendu la confirmation des salaires, notamment de Michel Aubier, qui sont importants, qui avaient été révélés par Le Monde, jusqu'à 150 000 €, et en tout cas la moitié de ses revenus totaux. Près de la moitié, effectivement. La présidente l'a rappelé pour, je pense, également faire prendre conscience de la mesure et de la proportionnalité, notamment eu égard à cette absence de réponse positive au regard des liens avec des acteurs économiques. Également, je voudrais revenir sur les attaques qu'il y a eu à l'égard du Sénat lors de cette audience. On a entendu l'avocat de Michel Aubier qui s'en est pris au fait que c'était bien la première fois que le Sénat transmettait au parquet. Il a fait référence à l'affaire Oudéa ou encore au compte de l'ex-groupe UMP. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, je réponds que c'est dommage, mais c'est également peut-être les effets de manche des prétoires. Chasser le naturel, il revient au galop. Moi, je me suis attaché, en tant que président de la commission d'enquête et avec les membres de la commission d'enquête, à conduire avec objectivité, indépendance et impartialité les débats. L'objectif est de montrer que le Sénat fait un travail de fond. Alors, évidemment, j'entends les assemblées, le Sénat n'y échappe pas, les élus sont parfois moqués, raillés, mais vous savez, la démocratie, elle a besoin de ces assemblées. Donc, je crois que c'est pas d'abord une bonne manière, puis en plus, ça n'est pas respecter les institutions. Moi, je respecte l'institution judiciaire, je ne me mêle pas de savoir si le travail est bien fait. L'Assemblée, en tous les cas le Sénat, conduit, et c'est, je dirais, de ce côté-là, largement reconnu, des travaux de qualité. Mais je crois qu'en affichant et en affirmant cette volonté de travailler au fond, avec indépendance, objectivité, impartialité, on renforce l'utilité, la nécessité d'avoir des assemblées parlementaires qui soient aujourd'hui au travail. Merci beaucoup Jean-François Husson d'avoir répondu à nos questions, alors que le procès Aubier se poursuit actuellement et devrait se terminer ce soir. Merci beaucoup Tam. La moralisation de la vie politique est-elle en marche? On pose tout de suite la question à mes invités.
Et mes invités sur ce plateau ce soir, Elsa Foucault, bonsoir. Vous êtes responsable du plaidoyer de l'ONG Transparency International. Merci d'être avec nous. J'accueille également Philippe Bas, bonsoir, président de la commission des lois ici au Sénat, sénateur LR de la Manche. Merci d'être avec nous. Denis Baranger est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. J'accueille également Camille Mialot. Vous êtes avocat spécialiste en droit public, auteur d'une tribune sur cette question de la moralisation publiée aujourd'hui dans Le Monde. Et Dominique Rousseau, bonsoir. Constitutionnaliste. Un mot d'abord sur le contexte avant de parler du contenu de ce projet de loi. Elsa Foucault, est-ce que François Bayrou est la personne la mieux placée pour porter ce texte selon vous? Ouais, c'est pas à nous de le dire, c'est au gouvernement de le déterminer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce texte est sur la table, qu'on va pouvoir enfin regarder précisément son contenu et donc se positionner avec une consultation qui aura lieu dans un calendrier a priori serré et parallèlement. Rappelons qu'on est dans un contexte de législative, le Parlement qui aura à se prononcer très rapidement. La présidence de l'Assemblée nationale, les questeurs de l'Assemblée nationale auront plusieurs mesures importantes à prendre et ça peut se faire très vite, pourquoi pas dès cet été. Ouais. Philippe Bas, avant de parler du contenu de ce texte, François Bayrou qui doit lui-même défendre ce projet de loi alors que ça a été rappelé, une enquête préliminaire a été ouverte concernant les emplois, les assistants parlementaires au Parlement européen. Quel regard portez-vous justement sur tout ça? J'ai toujours défendu la présomption d'innocence. Je ne vais pas faire de politique politicienne. Ce qui est important, c'est l'enjeu de cette loi. Je voudrais vous dire, par respect pour les 500 000 élus de France, que le gouvernement a bien fait de ne pas l'appeler loi de moralisation, comme si participer à la vie publique c'était immoral et qu'il fallait le moraliser. C'est injurieux. Il y a une pression très forte de l'opinion publique aujourd'hui sur ces sujets, Philippe Bas. C'est une raison supplémentaire pour appeler au respect, tout simplement, de tous ceux Français qui s'engagent dans la vie publique. Je vous ai dit, 500 000 élus en France, qui sont des Français comme les autres. Et ce qui est très important avec cette loi, c'est la 30e depuis la première loi sur la restriction au cumul des mandats. Il ne faut pas tout en attendre. Mais elle constitue, de mon point de vue, globalement, et on rentrera dans les détails, et il faudra sans doute que nous usions de notre pouvoir d'amendement, notamment pour faire respecter la Constitution. Mais elle nous permettra peut-être de purger un certain nombre de débats qui ont empoisonné la vie publique. Le débat sur les frais qui sont ceux des parlementaires pour remplir leur mandat, mais aussi le débat sur les emplois d'attachés parlementaires, un certain nombre d'autres considérations. Permettez-moi par exemple de penser que cette histoire de banque de la démocratie, c'est un peu une lubie personnelle. En tous les cas, le Conseil d'État a émis de sévères critiques sur ce point. On va y venir. Voilà. Dominique Rousseau, c'est vrai qu'il y a déjà eu beaucoup de lois. Ça a été rappelé à l'instant par Philippe Bas, encore sous le quinquennat de François Hollande, de la première loi, suite à l'affaire Cahuzac en 2013, et la loi Sapin 2 de 2016. Aujourd'hui, on fait encore une nouvelle loi qui n'a plus donc pour objectif de moraliser la vie politique, mais pour rétablir la confiance des citoyens. Est-ce qu'on peut rétablir cette confiance avec une nouvelle loi, selon vous? Alors, je crois que le président Bass a raison. La loi doit s'appeler, et il faut l'appeler maintenant, il ne faut pas continuer à l'appeler loi de moralisation, c'est une loi pour restaurer la confiance des citoyens dans la vie publique. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de restaurer cette confiance. La confiance a été cassée entre les électeurs et les institutions, à tort ou à raison, mais le constat est là. Est-ce qu'il faut une loi supplémentaire ? Je suis juriste, j'aurais envie de dire, et puisque j'ai envie de dire, je le dis, non. La pratique, le bon sens devrait conduire chacun à considérer qu'on ne fait pas 3 mandats ou 4 mandats de suite. Ça, c'est pas dans le texte. On n'embauche pas ses enfants ou sa femme. Je veux dire, pourquoi faut une loi comme ça ? La pratique, le comportement. En revanche, ça me conduit à avoir une réflexion sur le droit. Si les hommes, pas les hommes politiques particulièrement, mais si les hommes en général ne sont pas vertueux par nature, vertueux au sens de Montesquieu, si les hommes politiques ne sont pas vertueux par nature, eh bien, il faut que le droit vienne les aider, que le droit leur donne intérêt à être vertueux, c'est-à-dire avoir le courage de faire passer l'intérêt général
avant leurs intérêts particuliers. Alors il faut une loi, c'est peut-être regrettable, mais je pense que dans la situation actuelle, attendre simplement une amélioration, la restauration de la confiance d'un comportement spontané des hommes en général, je n'accuse pas les hommes politiques en particulier, des hommes en général, eh bien oui, il faut passer par la loi. Est-ce que les différentes étapes, loi constitutionnelle, loi organique, loi ordinaire, règlement, est-ce que ça suffira ? Le parcours parlementaire de ces textes. Dans un instant, si vous voulez bien, je voudrais faire agir Camille Mialot. Vous êtes donc avocat. Et c'est vrai que pour vous, alors même si on a vu que cette loi ne s'appellera plus moralisation, cette nouvelle étape dans la lutte contre la corruption, ça ne doit pas s'arrêter, selon vous, aux parlementaires. Expliquez-nous un peu votre point de vue. Absolument. Si vous voulez, la loi aujourd'hui met l'accent effectivement sur les parlementaires, mais pas seulement, les élus locaux, etc., qui sont tenus à des obligations de transparence et de non-cumul toujours plus fortes. Très bien pour la démocratie, très bien pour les citoyens qui doivent être informés des intérêts en jeu et en cause. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on a une haute fonction publique extrêmement puissante dans ce pays, et qui d'ailleurs est sans doute une des haute fonction publique les plus puissantes du monde, qui tient littéralement l'État, et qui rédige aussi les textes, et comme par miracle, ils ne sont pas concernés, je vais continuer d'utiliser le mot moralisation, ne sont pas concernés par cette moralisation de la vie publique. Or, à l'évidence, ils appartiennent à la vie publique. Et on l'a vu, le Conseil d'État, les membres du Conseil d'État, qui eux-mêmes se prononcent sur ce projet de texte, les membres du Conseil d'État peuvent être membres du Conseil d'État et maires, présidents de région, etc., etc. Donc le cumul ne s'applique pas à eux, la transparence non plus. Alors certes, ils font des déclarations d'intérêt, mais le citoyen, le justiciable, n'y a pas accès, y compris sous peine de sanctions pénales. Donc on a une espèce de monde là, qui survit, une espèce de caste qui se protège. À titre personnel et citoyen, j'en suis extrêmement choqué. Et à mon sens, à l'évidence, la moralisation de la vie publique doit s'étendre à la haute fonction publique. Denis Baranger, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue ? C'est vrai que si on lance ce vaste chantier qui est à la fois le renouvellement des pratiques, François Bayrou le disait lui-même, il faut mettre fin à des pratiques d'un autre âge, ça doit concerner toutes les strates de la société selon vous, ou est-ce que sinon on va dans la transparence ? Juste un mot sur la discussion générale et sur ce qu'a dit Dominique Rousseau. En réalité, moi ça ne me choque pas cette terme de moralisation, parce que la vertu c'est ce qui est républicain. Dans une république on a besoin de vertu. S'il faut des lois pour corriger les mœurs, ayons des lois. Et ce qui me frappe avec ces 3 lois qui sont en train d'arriver, c'est que maintenant, de manière croissante, probablement avec le nouveau mandat d'Emmanuel Macron, à côté des droits de l'homme, à côté de l'état de droit, il y a une sorte de 3e canal qui est en train d'arriver, qui est la moralisation de la vie publique et ses valeurs de moralisation. Je pense que peut-être ça avait été un petit peu sous-estimé par le passé. C'est en train, d'arriver à grands pas, on peut difficilement s'en plaindre. Alors, sur la question qui vient d'être évoquée, certainement, il faut faire les choses dans l'ordre. On ne commence pas par tous les gouvernés, on commence par les gouvernants, ce n'est pas illogique. Il faudra aller certainement dans la direction d'un contrôle externe du travail de l'administration. L'administration en France s'autocontrôle, c'est sa tradition, c'est sa culture. Elle le fait relativement bien. Elle le fait de manière relativement saine. Mais la logique de l'autocontrôle, elle a quand même ses limites. Et on arrivera à un stade où ce qui est fait par l'administration dans les grandes démocraties occidentales est contrôlé par un autre ou par d'autres organismes que l'administration active elle-même. Probablement en France, avec le développement des autorités administratives indépendantes, de la HATVP, ce genre de choses. On va un petit peu dans cette direction-là. Je pense qu'il faut accroître ce phénomène-là, mais pour le moment, moi, ce que je vois dans ces projets de loi me satisfait. Je trouve que ça va dans la bonne direction. Ouais. Elsa Foucault, c'est vrai que c'est une nouvelle étape, on le disait, dans la lutte contre la corruption. Ça va même plus loin que certaines pratiques recommandées par l'OCDE. Là aussi, vous êtes satisfaite sur ce point ? Alors, il faudra regarder encore une fois le texte dans le détail, mais oui, ce projet de loi, a priori, va dans le bon sens. Certains sujets sont traités. Alors, il reste, effectivement, ça ne va pas tout régler. Là je rejoins ce propos. Il y a des sujets qui sont vraiment importants en matière de transparence, lutte contre la corruption, qui ne sont pas dans ce texte et qu'il faudra donc
traitées par ailleurs, on y sera attentif. Je pense par exemple aux collectivités territoriales. La question de la transparence, de la corruption dans les collectivités territoriales, c'est peut-être le grand oublié de ce texte. Sur la question de la régulation du lobbying, donc vous aviez un débat juste avant à ce sujet. Il y a manifestement matière à progresser. Il y avait déjà des mesures contenues dans la loi Sapin 2 sur ces questions de prévention des conflits d'intérêts. Et puis par ailleurs, encore une fois, la loi, et on s'y attendait, hein, c'est normal, renvoie au Parlement beaucoup de décisions, et c'est le cas pour tout ce qui va être effectivement contrôle des frais des parlementaires, prévention des conflits d'intérêts des parlementaires, statut des collaborateurs parlementaires, emplois familiaux. Alors, ce qui veut dire que les candidats aux législatives cette semaine, futurs députés dès la semaine prochaine, devront aussi prendre des engagements, des mesures internes au Parlement pour dire cette loi ne va pas répondre à tous les enjeux. Ouais, Dominique Rousseau, et ensuite vous en avez parlé. Oui, sur ce qu'on connaît actuellement des différents projets de loi organiques, constitutionnels, ordinaires qui ont été présentés, oui, il y a des choses intéressantes. La suppression de la réserve parlementaire, l'interdiction d'employer des membres de sa famille. Mais tout ça, c'est une réformette. Alors, une réformette est toujours bon à prendre. Mais si on veut, non pas simplement moraliser, mais restaurer la confiance, il faut par exemple assurer enfin l'indépendance de l'autorité judiciaire par rapport au pouvoir exécutif. Or, il n'y a rien. Et je crois me souvenir que François Bayrou était partisan même de ne pas mettre le ministre de la Justice au gouvernement, ou en tous les cas de le faire élire à la majorité des 3/5 des parlementaires pour lui donner un peu une position particulière. Rien n'est dit sur l'indépendance de la justice. Si on veut restaurer la confiance dans les institutions, rien n'est dit, à part sortir les anciens présidents de la République du Conseil constitutionnel, mais ils n'y siègent plus, rien n'est dit sur le mode de nomination des membres du Conseil. On voit des ministres venir le lendemain membres du Conseil constitutionnel, ce qui par rapport aux standards constitutionnels européens est absurde. Philippe Dominique Rousseau parle de réformette. Est-ce que vous êtes d'accord? Effectivement, il n'y a pas ces questions d'indépendance de la justice qui sont contenues dans le texte qui a été présenté ce matin. Je ne veux pas minorer l'importance de ce projet qui semble tenir à cœur au nouveau président de la République et à son garde des Sceaux. Est-ce qu'il vous tient à cœur, vous, ce projet? Est-ce que vous pensez que ça doit être une des priorités du nouveau quinquennat? C'était le 30e texte depuis 1985. C'est la date de la première loi restreignant le cumul des mandats. Et après une campagne notamment présidentielle minée par les affaires, on n'avait pas besoin quand même justement de prendre des mesures phares, des mesures chocs, Philippe Bas. Mais moi je trouve que ce texte va dans le bon sens. J'en soutiens... Il y aura le soutien du Sénat, vous pensez? J'en soutiens les principales initiatives, mais je crois que l'œuvre de rétablissement de la confiance est en effet une œuvre de longue haleine et qu'elle dépendra aussi du respect qu'inspirera l'action publique par les résultats qu'elle obtiendra. Je pense que ce qui est fondamental, au-delà de l'aspect superficiel des choses, la nouveauté qui se périme évidemment, la séduction, l'image, il y a l'action. Et je pense qu'une grande partie du désarroi des Français et de leur doute à l'égard de leurs propres élus, j'en fais partie, vient de ce que ils ont le sentiment depuis longtemps que l'action est inefficace pour la croissance, l'emploi, le pouvoir d'achat, la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Donc, pour moi, la confiance dans la vie publique, elle repose essentiellement sur l'efficacité de l'action publique. Quant à la justice... Et avec des élus exemplaires aussi, Philippe Bas. Mais il faut que les élus soient exemplaires. Mais je suis tout à fait... Et je vais vous dire, moi je ne suis pas depuis longtemps un élu, mais j'admire beaucoup les élus que j'ai rencontrés au fil des années et je crois que beaucoup ont conscience de la nécessité de cette exemplarité et sont à la hauteur de cette exigence. Je le dis parce que je sais bien que tout le monde pense le contraire, mais moi je les vois. Ouais. Je les vois sortir le soir d'hiver pour aller discuter de savoir si on va mettre de l'asphalte ou du bitume sur les chemins municipaux, alors qu'ils préféraient regarder le football. Et je me dis, mais quel dévouement! Ces élus sont partout en train de s'engager. Ouais. Souvent, ils n'ont aucune espèce d'indemnité. Donc, ne cassons pas du sucre sur le dos des élus et sachons
que la priorité, bien sûr, c'est l'honnêteté, mais ça, c'est les parents qui nous l'apprennent, mais c'est aussi l'efficacité dans l'action. Denis Barranger. Je suis un peu moins sévère que Dominique Rousseau. Moi, je pense quand même qu'il y a des choses très positives dans cette loi. Mais moi aussi, je le dis. qu'il y avait des choses. Vous avez employé le terme de réformette. Oui. Allez-y, Denis Barranger. Mais ça va pas assez loin si on veut restaurer la confiance. Par exemple, la suppression de la Cour de justice de la République, on l'attend et on la demande depuis longtemps. C'est une excellente chose. Elle n'est pas dans ce texte. Elle était dans les annonces de M. Bayrou. Oui, mais elle n'est plus. Elle n'est plus maintenant. Dans le texte, dans le texte présenté ce matin, elle n'y est plus. Alors, alors c'est peut-être une réformette. Mais en substance, c'était annoncé. Si ça se fait, c'est une excellente chose. Il y a quand même beaucoup de bonnes choses dans cette réforme. L'aspect réformette, moi je mettrais réformette au pluriel. En réalité, que font ce type de lois, les 30 lois dont parlait Philippe Bas? C'est les voitures balais du Tour de France. Elles arrivent après. Il y a eu des choses mal qui ont été faites. Je crois que c'est très vrai. Il y a eu des méfaits. On légifère en général pour traiter des abus qui sont la pointe extrême de la réalité. Oui, puis des choses qui viennent d'arriver. Il est évident que la suppression de la possibilité de recruter des membres de la famille dans les assemblées, on le faisait déjà au Parlement européen, c'est une bonne chose, ça paraît évident. Ça choquait même les citoyens que ça ne soit pas déjà le cas. Et nous, au Sénat, on le réglementait déjà et depuis longtemps. Camille Mialot, sur la question de cette confiance qui doit être retrouvée, quand on regarde encore le résultat de dimanche dernier, cette abstention près d'un Français sur deux qui ne s'est pas rendu aux urnes, est-ce que vous pensez cette confiance va revenir avec justement ces lois de moralisation ? Écoutez, là, je ne veux pas me poser en prophète, je n'en sais rien. Je pense que ce n'est pas le seul problème. Je pense qu'effectivement, l'action politique est aussi un marqueur intéressant. Je voudrais revenir sur quelques observations générales qui ont été faites. Je pense qu'un des problèmes de ce pays par rapport à d'autres pays, c'est aussi le respect du droit. Si on parle d'une chose très simple, comme le fait d'employer, par exemple, ses enfants lorsqu'on est parlementaire. Mais c'était déjà interdit, c'était déjà une prise illégale d'intérêt, pénalement sanctionnée. Donc on vient remettre dans un texte quelque chose qui est déjà sanctionné. Alors certes, la loi n'était peut-être pas appliquée, peut-être que, voilà, mais c'était déjà pénalement sanctionné. Alors, c'est bien, on fait du droit, on refait du droit. Aimons le droit. Aimons le droit et aimons l'application du droit. N'ayons pas peur des juges. Et là, revenir sur l'indépendance des juges, c'est un élément fondamental. On parle de la justice judiciaire qui a une indépendance, certes, mais peu de moyens. On parle très peu de la justice administrative qui a beaucoup de moyens et beaucoup moins d'indépendance. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Parce que je ne supporte plus, excusez-moi, je vais être très radical, qu'on critique comme ça la juridiction administrative. Tous les Français qui obtiennent l'annulation de décision de l'État devant le juge administratif savent qu'il est indépendant et la Cour européenne des droits de l'homme l'a pleinement reconnu. Il faut qu'on s'arrête de dénoncer des lieux communs sur la juridiction administrative. Elle est parfaitement indépendante. De même d'ailleurs que la justice judiciaire. Et cette fois, je me tourne vers le professeur Rousseau. J'ai fait une mission pluripartisane d'1 an sur la justice. Je suis allé dans beaucoup de tribunaux de cours d'appel de France. Les magistrats sont inamovibles, ils ne se plaignent pas d'un manque d'indépendance, ils se plaignent aujourd'hui d'avoir une justice qui a été laissée en déshérence et d'un manque de moyens. Un de vos combats ici au Sénat. La question de l'indépendance est une question théorique, et je vais être très méchant, je vais dire c'est une question pour professeur de droit. Mais c'est pas pour... on revient peut-être sur le débat, si vous voulez bien, Philippe Bas. L'appréciation est une appréciation de sénateur. Exactement, c'en est une. Et qui comment dire, n'exclut pas la justesse de mon propos de professeur de droit sur le fait qu'aujourd'hui, en plus, ayant été 4 ans au Conseil supérieur de la magistrature... On va revenir quand même à la question des parlementaires qui nous occupe, si vous voulez bien, Dominique Rousseau, je pense que l'indépendance de la magistrature... On aura l'occasion de reparler de ces mesures qui ne figurent plus dans le projet de loi, si vous voulez bien. Non, mais même un ministre de la Justice qui est chef du parquet, on voit bien le problème aujourd'hui que ça pose. Mais vous qui avez été au Conseil supérieur de l'administrative... Philippe Bas, s'il vous plaît, je voudrais qu'Elsa Foucault s'exprime aussi, on ne l'a pas beaucoup entendu sur ce plateau. De la magistrature en toute indépendance. Philippe Bas, s'il vous plaît. Oui, Elsa Foucault. Par ailleurs, du parquet. Transparency International partage... Philippe Bas, s'il vous plaît. Elsa Foucault. Non, par ailleurs, on partage, Transparency International partage complètement le constat que l'indépendance de la justice a tous les cas, si on revient juste très rapidement sur les mesures qui concernent les parlementaires, pour rebondir ce qui était dit sur par exemple,
la question des collaborateurs familiaux déjà interdits. En fait, effectivement, peut-être dans les collectivités territoriales, pour le Parlement, non. Et on voit qu'il y a certains sujets comme, ça fait la même chose pour les dépenses des parlementaires, par exemple, où aucune collectivité territoriale ne peut accorder l'équivalent de l'IRFM sans que cela passe par une délibération de conseil municipal, sans que ce soit validé. Et donc, il y a vraiment une urgence à, au-delà de cette loi ou simultanément à cette loi, à agir pour la transparence. On voit bien les manques contenus dans cette loi. On aura l'occasion de reparler, merci à vous, de toutes les mesures qui concernent très directement les parlementaires. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités. Très bonne soirée à tous et à demain, 18h.